Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois cette semaine Dr Antoine Groux, médecin de famille, auteur, gestionnaire et professeur. Antoine a récemment publié chez Bouquin-Bec le livre « Il est grand le ministère de la vie, incursion et perspectives laïques au cœur du système de santé québécois ». Antoine a travaillé au ministère de la Santé, notamment comme sous-ministre, pendant plus de 6 ans. Il est une source d'information inépuisable en ce qui concerne la gestion de la santé, tant par son expérience personnelle que par sa vision intelligente et raffinée. J'ai beaucoup aimé le bouquin et adoré l'entretien avec Dr Groux, qui porte un regard sérieux et rafraîchissant sur le réseau de la santé qui occupe tant de place dans l'espace public. Bonne écoute. Pour courir la chance de gagner un exemplaire du bouquin de Dr Groux, visitez mon site web et écrivez-moi. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots, Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE, Eurofin Environex et Go Mouton. Antoine, bonsoir. Salut Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, tu arrives tout frais du travail, puis tout chaud. Passer le temps de passer chez toi de changer. Oui. Puis là, tu viens de m'apprendre que tu étais allergique aux chats. Et il y a quelques chats dans la maison, donc, mais heureusement, au moins, la pièce ici est exempte de poils de chat. Donc, on va le savoir très rapidement. Exactement. Écoute, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Grand plaisir. Tu as publié récemment un livre qui s'appelle « Il est grand, le ministère de la vie, incursion et perspectives laïques au sein du gouvernement québécois ». C'est bien ça? Exact. Donc, pourquoi les références à la laïcité? Ben, en fait, les perspectives sont plutôt laïques. Les références, sans doute, à la religion. C'est un parallèle intéressant, je trouve, en santé, parce que quand on y pense, les religieuses sont un peu à l'origine de notre système de santé au Québec. Hein. C'est elles qui ont posé, ça un peu est un euphémisme, sont beaucoup à l'origine de ce système de santé. Fait que c'est un peu un écho à cette époque, et en même temps... autant ce grand domaine religieux a un mérite immense d'avoir posé les assises de notre système de santé, autant de l'autre côté, on connaît tous les côtés un peu plus obscurs, sombres et critiqués de la religion. Et puis je pense que c'est un peu cette dualité-là qu'on retrouve dans le livre. C'est-à-dire que le message que j'essayais de passer, c'est que le ministère de la Santé, c'est pas non plus tout noir ou tout blanc. C'est plus nuancé. Il y a des choses qui sont faites depuis et par le ministère qui ont une valeur immense. Puis de l'autre côté, certaines choses plus occultes, plus très hiérarchisées, très structurées. Donc c'est un peu une histoire de parallèle entre les deux. Oui, non, c'est très intéressant. Écoute, j'ai adoré le livre, là, donc je le recommande. C'est bien écrit, c'est divertissant, c'est humoristique. Donc ça remplit tous les critères. Mais c'est drôle que tu parles de religion parce que les plus vieux, les gens même plus âgés que nous un peu, qui ont peut-être connu un peu la vieille... Moins aujourd'hui, là, mais... Tu te rappelleras peut-être en résidence, on avait parfois certains patrons qui avaient connu toute fin pratique la gestion par les religieux. Absolument. Et étaient souvent nostalgiques de cette époque. C'est sûr que c'était un autre monde, mais ils parlaient d'une gestion très serrée, souvent avec une mère supérieure qui était un peu autoritaire, qui contrôlait tout le monde. Puis on a parfois le sentiment que c'était quasiment plus facile dans ce temps-là. Et ça l'était probablement parce que les pathologies, j'imagine... Tout était plus simple. Probablement. Je me rappelle de mon père, qui est médecin de famille aussi, qui m'avait annoncé à un moment donné, quand je lui parlais de mes cours de cardiologie, là, j'étais sur les bancs d'école dans les années 90, puis
Mon père m'avait dit, écoute, c'est bien compliqué tes affaires de cardio. Dis-moi, quand j'ai fait mon cours de cardio, puis qu'un patient faisait un infarctus aux urgences, on lui donnait une aspirine à croquer, puis on lui frottait le dos, puis on lui disait, ça va peut-être passer. Avec de la morphine, je pense. Avec un peu de morphine, quand il y en avait sous la main, puis c'était pas toujours que c'était disponible. Et les patients n'aimaient pas recevoir de la morphine parce que c'était associé au décès. C'était la mort qui s'en venait, qui était inéluctable, en effet. Alors, tu sais, entre ça puis le traitement du syndrome coronarien aigu en 2024, il y a 2-3 choses qui ont changé. Exactement. Tu as un curriculum vitae qui est impressionnant, donc je mettrai les références en ligne. Tu as été notamment au ministère de la Santé et des Services sociaux pendant environ 6 ans, 2012 à 2018-2019, un peu pour préparer la table pour les questions que je vais te poser. As-tu encore un devoir de réserve? Est-ce que tu peux dire à peu près tout ce que tu penses? Parfois simplement par respect aussi pour les collègues? Il y a toutes sortes de règles entourant le devoir de réserve ce qu'on appelle d'un administrateur ou d'un serviteur d'État. Un serviteur d'État étant le fonctionnaire, administrateur étant les directions générales, donc les sous-ministres. Sous-ministre adjoint. C'est un devoir de réserve, je pense, qui est assez intrinsèque à la fonction. Quand tu occupes cette fonction-là, c'est assez facile de juger de ce qui peut être partagé librement, de ce qui pose des risques importants à être partagé. Il n'y a rien qui est officiel. Là. Jamais j'ai signé un papier qui dit pendant 2 ans, tu te tais, pendant 4 ans. Ça n'existe pas. C'est informel. Il y a tout un encadrement éthique très rigoureux aux emplois supérieurs. Là. C'est une game, quand on entre là-dedans, une évaluation complète de ce que sont les antécédents criminels, historiques, fonctionnels. Donc, c'est pas une fonction à laquelle on un peu accède... comme une entrée en politique, si on veut. Un peu, sans doute, comme une entrée en politique. Vetting, peut-être moins axé sur le placard, peut-être un peu plus axé sur des engagements davantage à caractère éthique, à caractère relationnel, etc. Donc, ce bout-là ne me donne pas vraiment d'obligation de réserve. Il y a des choses que j'ai livrées dans ce livre-là qui étaient probablement sur une thin red line. Et des choses qui sont un peu plus acquises comme étant partageables, et puis de l'autre côté, des choses qui ne sont pas livrées là-dedans, puis que je me verrais mal partager. Alors ça, là-dessus, c'est un arbitrage qui devient un peu individuel, mais je ne me sens pas opprimé ou contraint par l'État de dire ou pas dire certaines choses. D'accord. Donc les questions sont libres. Tu ne t'attendrais pas à recevoir un coup de téléphone? Je devrais pas. Je peux être congédié. J'ai quitté le ministère. Dis-moi, les gens qui connaissent moins la structure du gouvernement pensent souvent que la gestion de la santé, ça s'arrête au ministère de la Santé, que le ministre Dubé a les coups des franges, que c'est lui le grand patron. Tu l'expliques très bien dans le livre. Au-dessus du ministère de la Santé, il y a 2 entités, donc le ministère du Conseil exécutif, Conseil du Trésor. Si tu me parlais un peu, finalement, là, de ce triumvirat ou de la structure du gouvernement. Je ne sais pas si toi, tu l'as découvert en arrivant là. Ou, absolument. Moi, ça a été une découverte. Puis, tu sais, je peux même dire, je pense sans me gêner, que même... moi, j'ai connu 3 gouvernements. Là. Je suis arrivé avec les péquistes. J'étais avec une bonne partie avec le gouvernement libéral sous Gaétan Barrette. D'accord. Et une partie aussi avec la CAQ, avec Mme McCann. Oui. Et je pense que Gaétan Barrette, lui aussi, avait appris comme moi que même s'il devenait ministre de la Santé, il y aurait un boss un jour. Ce boss-là serait son premier ministre. Et que de l'autre côté, il y avait la personne qui tient les cordons de la bourse, qui est au Trésor, qui a quand même une légitimité aussi, puis un ascendant très fort sur les actions d'un ministre de la Santé, par exemple. Alors, sans parler d'une structure hiérarchique, c'est juste beaucoup plus complexe qu'on a l'impression que c'est quand on vient de l'extérieur du réseau, quand on est dans le réseau. Puis même, moi, je me suis promené un peu autour des agences de santé à l'époque des agences. On a l'impression que le ministre de la Santé est celui qui est finalement... le totipot, qui décide d'absolument tout, qui est le grand seigneur. Non, dans les faits, un ministre sans un boss, le conseil des ministres, qui est le saint des saints, encadre les activités des ministres, les décisions qui sont prises, les priorités politiques, les agendas politiques aussi. Quand un ministre de la Santé avec une belle idée de projet de loi, si à l'agenda législatif, il y a 3 autres ministères qui, pour des raisons politiques, ont des projets de loi qui sont jugés prioritaires par le premier ministre, le projet de loi du ministre va attendre. Alors, il y a des projets, des fois, que j'ai vu poireauter ou même disparaître, littéralement, faute d'avoir un agenda politique. Donc, c'est même pas mourir au feuilleton, puisqu'ils se rendent même pas au feuilleton. Ils meurent avant. Ils dépassent pas ça. Alors, ça, c'est géré par toute une structure politique très organisée, très... Alors, tu sais,
finalement, ce qu'on doit comprendre de ça, c'est que le ministère, c'est une petite portion dans un grand environnement politique, alors que nous, de la santé, moi comme médecin, toi, comme gestionnaire dans le réseau, ce qu'on voit, on a toujours l'impression que c'est cette espèce d'approche très line, très directrice, qui nous dit, ben voici, c'est comme ci, c'est comme ça qu'on fait. Ah non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le ministère du conseil exécutif, il n'y a pas d'élus là. Ça, c'est le ministère du premier ministre. Il n'y a pas vraiment d'élus. Ben, il y a le premier ministre qui est élu. Mais, effectivement, mais... Bon, il va s'adjoindre certains parlementaires, il va y avoir des gens qui vont avoir des rôles d'adjoints, des rôles d'associés, donc il peut y avoir des élus en marge, mais on ne les voit pas beaucoup. Ils sont dans l'ombre du premier ministre. Au Trésor, ben, c'est le secrétaire du Conseil du Trésor et le ministre responsable du Trésor, qui est très différent du budget. Le ministère des Finances, ça, c'est comme celui qui gère un peu les dépenses, les entrées d'argent. Le Trésor, c'est celui qui fait le budget, qui dit « oui, je vais te donner de l'argent ou je t'en donnerai pas ». Quand on comprend comment un ministère fonctionne, on comprend que chacune des enveloppes ou chacun des programmes qui sont développés à l'intérieur d'un ministère sont assujettis au veto du secrétariat du Conseil du Trésor qui va dire « oui, ce programme-là, je te permets ». Mais coupe-le de 10%. Je te le paye pas à hauteur que tu me demandes, arrange ça comme tu veux, mais coupe-le de temps. Tel programme, même, ajuste-le de telle façon. Tu sais, quand je dis qu'il y a vraiment même un ascendant, qui n'est pas nécessairement de gens issus de la santé, qui peuvent te dire ton programme, il est bon. Puis je donne toujours cet exemple-là. Mais ça coûte trop cher. Je le mets dans le livre. Quand tu proposes quelque chose à un ministre, puis le ministre t'écoute, moi je me rappelle avoir proposé l'analogie de l'automobile. Moi je propose une automobile. J'ai inventé une automobile, une structure en acier, 4 roues, un moteur, volant, des portes, des fenêtres. On se promène entre Montréal, Québec avec ça. Puis ton ministre peut très bien te répondre hey, « c'est super ton idée d'automobile, ça va révolutionner les transports entre des villes distantes. Mais je vais le prendre, on l'achète, mais sans les roues. » Ah là, tu fais, ça fonctionnera pas bien si on met pas les roues, vous comprenez, monsieur le ministre, si on fait ça, l'auto sans les roues, je comprends, mais c'est tout bon, le volant, tu gardes ça, la structure, le moteur, mets un gros moteur, mais pas les roues. Okay. Alors, c'est le genre de choses qu'un secrétariat qui est un peu méconnaissant de la santé, par exemple, peut parfois affirmer ou avancer. Je ne dis pas que c'est toujours ça, mais ça donne l'esprit de cet ascendant très fort qu'un conseil du Trésor peut avoir sur des programmes, et ça dans tous les ministères, pas seulement la santé. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Tu parles, lorsque tu es allé au ministère, un peu du statut du médecin au sein du ministère, peut-être, tu me corrigeras, un peu de la crédibilité que l'on doit avoir, gagner, de l'importance peut-être d'être plus un salarié ou un employé du ministère qu'un contractant. J'ai déjà entendu, moi, la représentante d'une association de cadres intermédiaires du réseau, dans le cadre des auditions sur le projet de loi 15, dire ouvertement qu'elle considère que les médecins étaient des mauvais gestionnaires. Je ne sais pas si c'est une entrevue que tu as entendue. Sinon, je te la partagerai. Mais je voulais avoir ton opinion un peu là-dessus. Donc, la perception que les gens dans le réseau, tant peut-être au gouvernement que dans les hôpitaux, que ces gens-là ont de nous comme gestionnaires, parce que beaucoup, toi, tu as une formation en gestion, mais beaucoup d'entre nous se retrouvent un peu à faire de la gestion sans formation, plein de bonne volonté, plein d'attentes parfois irréalistes. Donc, comment est-ce qu'on jugule, disons, cette perception que les professionnels, entre guillemets, pourraient avoir de... Écoute, si tu l'as entendu une seule fois, t'es chanceux. Moi, je compte pas les fois où j'ai entendu des gens dire que les médecins étaient de piètres gestionnaires.
il n'y a pas de fumée sans feu. Là. Je pense que à plusieurs égards, puis pour toutes sortes de raisons, bonnes et moins bonnes, il y a effectivement des médecins qui se retrouvent dans des postes de gestion, souvent un peu par contrainte. Hein. Je ne compte pas les fois où j'ai vu de jeunes médecins frais sortis de l'école, débarquer dans un département puis se faire dire par le chef département, à partir de l'année prochaine, c'est toi le chef, tu t'occupes de ça, tu gères dans des départements d'envergure, avec des budgets d'envergure, sans aucune formation, avec très peu de soutien, peu d'encadrement, peu d'accompagnement, avec une espèce de perception que le médecin a la science infuse, là, parce qu'il débarque là. Alors, c'est sûr que quand tu es catapulté comme ça dans une fonction de gestion, on peut tomber sur une vedette, là, un champion qui va adorer ça, qui va être très bon. Qui va tout comprendre rapidement. Mais c'est pas une grosse surprise d'apprendre que la personne à qui on confie ces fonctions de gestion-là est peut-être pas championne. Là. Elle n'a pas été choisie parce qu'elle avait de grandes habiletés de gestion. Fait que, quand on voit ça, on voit les infirmières qui sont souvent portées à des fonctions supérieures parce qu'elles ont un ascendant mobilisateur fort sur leur équipe. Elles sont respectées, c'est des cliniciennes respectées, comme les médecins par leurs équipes. Et puis, ils vont grimper comme ça la hiérarchie. Ils ne grimpent pas nécessairement la hiérarchie parce qu'ils ont de grandes habiletés de gestion. Je pense que plus on arrive dans les sphères supérieures, plus ces habiletés-là sont essentielles et sont mises en valeur. Je pense qu'on le voit maintenant de plus en plus avec les médecins qui accèdent à des fonctions de DSP adjoint, DSP, voire de PDG. On s'attend aujourd'hui que ces gens-là aient des formations de gestion. Ça fait partie des critères de sélection. Ce n'était pas le cas il y a 20-25 ans. Là. Moi, quand j'ai commencé, on n'était pas là-dedans. Maintenant, on est là. Alors, on reconnaît la valeur de ces formations-là. Puis je pense que des médecins bien formés, ils sont probablement des personnes qui sont plus à même d'occuper ces fonctions-là sans se faire dire que ce sont de piètres gestionnaires. Tout à fait. Mais je pense qu'il y aurait peut-être moyen pour l'avoir connu en Ontario. Moi, j'ai connu un chirurgien qui s'appelait Dr. Éric Poulain. Ancien chirurgien de Québec qui a été chef à St. Michael's à Toronto, qui a été chef hospitalier puis universitaire à Ottawa. Puis lui, je pense que l'hôpital l'avait envoyé compléter sa formation à partir du moment où il accédait à des postes de... Ça, je te dis ça de mémoire. Là. Mais on voit ça au Québec maintenant. De plus en plus, là, je regarde, il y a un programme de formation que je co-dirige avec une collègue, Marie-Hélène Gilbert, de la Faculté de sciences et administration de l'Université Laval, qui vise justement à outiller des cliniciens, des médecins au premier plan, dans les rudiments de la gestion. C'est une formation relativement S101, un peu poussée, mais rigoureux, universitaire. Puis ces formations-là sont traditionnellement maintenant de plus en plus soutenues par les établissements, puis même payées dans certains cas, financées. Donc un peu comme tu l'évoques, des PDG ou des directeurs d'hôpitaux qui vont dire, écoute, ils vont dire à leur DSP, je te libère un certain nombre d'heures semaine pour compléter une formation complémentaire en gestion. Ça, on le voit de plus en plus. Là. Il y a vraiment une sensibilité des établissements à s'engager dans le soutien des médecins qui décident, par choix ou par contrainte, d'accéder à des fonctions de gestion. Mais éventuellement, ça va prendre une certaine valorisation de ces fonctions-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Là. Tu parlais d'accéder au poste de chef de service ou de département. Tu seras d'accord avec moi, dans bien des cas, souvent on dit c'est à ton tour. Là, donc, y a pas de... Ça, il faut le savoir, c'est une réalité qui est assez unique au Québec. Hein? On ne voit pas ça beaucoup ailleurs. Non. Vous allez dans le reste du Canada, là, puis accéder à une fonction de chef de service, de département, surtout dans des établissements de l'envergure de ceux qu'on a au Québec, là, des milliers d'employés dans une organisation. Ce sont des postes qui sont jugés très prestigieux. Quand on va en Europe, c'est valorisé au sommet de la pyramide. Pas au Québec. Alors, la raison derrière ça, ou les raisons sont sans doute multiples, mais c'est une réalité qui est vraiment propre chez nous. Si on regarde la formation des gestionnaires maintenant dans le réseau, mon impression, c'est que beaucoup de ces gestionnaires-là, ce sont des gestionnaires, des gens carriéristes, et je ne dis pas ça de façon péjorative. Une infirmière dans le réseau de la santé a des intérêts de gestion, sait que ça va prendre une maîtrise. J'ai parfois l'impression que beaucoup des gestionnaires du réseau vont chercher le même type de formation, donc le même type de maîtrise en administration. Ensuite, ils veulent pousser, ils vont aller chercher un doctorat. Puis les gens font... Moi, j'ai vu sur LinkedIn des hauts gestionnaires du réseau, puis on regarde un bac, une maîtrise, un doctorat dans la même université québécoise en plus. Selon moi, c'est une faiblesse. Puis j'aimerais avoir ton avis sur la pertinence, peut-être. Un peu comme les médecins, lorsqu'on veut être chirurgien, dans mon cas, par exemple, dans un hôpital universitaire, on n'acceptera pas que le chirurgien fasse son fellowship à l'hôpital d'en face. On va dire, il faut que tu ailles plus loin, ramener une expérience différente. Moi, personnellement,
toujours considéré que c'était peut-être une petite lacune quand je regarde le CV de certains des gestionnaires. Puis on voit que la maîtrise est acquise un peu comme condition à l'obtention du poste. Parfois, les gens sont déjà en poste, ils font leur maîtrise, dans le fond, localement, puis... Donc, toi, même d'après moi, là, tu me diras ce que tu en penses, mais tu fais un bac, une maîtrise, un doctorat dans la même université, tu vas côtoyer un peu les mêmes professeurs, la même mentalité. Puis là, tu te retrouves avec un hôpital qui est rempli de gestionnaires qui ont la même maîtrise dans l'administration, dans la même université. Je ne sais pas comment tu vois ça. Moi, je pense on manque une opportunité d'aller chercher une expérience. Je sais pas si on manque une opportunité, mais je suis parfaitement de ton avis que ce qu'on appelle l'inbreeding, là, en anglais, cette espèce d'entretien par les mêmes personnes de ce qu'on devrait savoir, connaître, développer, c'est dévalorisé partout. Pas tant que c'est mauvais, mais c'est certainement moins bon que de pouvoir challenger nos idées, nos façons de faire avec d'autres qui ont... Sinon, rapidement, on se complaît dans des façons de faire cristallisées, traditionnelles, et puis on s'enlise un peu, on s'éloigne de l'innovation, on s'éloigne de notre capacité de créativité, de chercher des solutions innovantes à des problèmes qui sont pourtant connus ou chroniques. Alors là-dessus, je te rejoins tout à fait. Est-ce qu'on perd une opportunité? J'ai pas nécessairement la perception, comme je te disais, que les infirmières, c'est beaucoup des infirmières qui accèdent à des fonctions de gestion. J'en connais pas beaucoup qui l'ont fait très tôt dans une perspective carriériste. Puis c'est peut-être un peu ce qui explique, tu sais, je vais vers la facilité, j'ai une formation pas loin par des gens que je connais, près de chez moi, je vais faire cette formation-là, puis je pense pas nécessairement avancer. Puis je pense que les aspects plus carriéristes, entre guillemets, vont arriver encore là un peu plus vers la pointe de la grande pyramide hiérarchique, où là, on voit des jeux de coudes un petit peu plus serrés. Mais chez les gestionnaires de niveau un peu plus terrain, qui sont vraiment sur le plancher des vaches, je sens pas beaucoup cet élément carrière. C'est un peu comme en médecine. J'ai pas l'impression que ces gens-là, ils vont tous ou toutes par choix. Il y a même des gens qui sont poussés là par leur père, par leurs collègues. Alors, tu sais, y a-t-il une opportunité manquée d'aller ailleurs? Moi, j'ai essayé systématiquement dans les formations que j'ai faites d'aller chercher de l'input d'universités autres que l'Université Laval, qui était mon alma mater. Et chaque fois, ça a été enrichissant, ça a été stimulant, ça a été innovant. Je suis en train de faire en ce moment même une formation avec l'Institute for Healthcare Improvement en qualité qui nous sort complètement du modèle québécois. Là. Je suis un des premiers Québécois à faire cette formation de Chief Quality Officer. C'est extrêmement intéressant, mais c'est perturbant. Ça transforme des concepts auxquels on s'ancre. Et c'est très bien. Puis quand on regarde Santé Québec, on peut dire toutes sortes de choses positives ou négatives sur Santé Québec, mais dans Santé Québec, le fait d'aller puiser dans le privé, dans le domaine des consultants, dans le domaine d'entreprise, de business littéralement, ça va vraisemblablement pour notre réseau de la santé être très perturbant, être très stimulant, va amener des discussions probablement passionnées entre les choses plus traditionnelles qu'on a faites dans notre réseau de la santé publique et des façons de faire issues du privé, puis de domaines même des fois qui sont même pas du tout de la santé. Là. Oui, Mme Biron, elle vient d'un monde parasanté, là, l'imagerie, les laboratoires, mais il y a d'autres personnes qui sont nommées récemment qui viennent de firmes de consultation comme McKinsey, d'autres qui font même pas nécessairement la consultation. Ils arrivent avec une expertise complètement différente ou déphasée de celle qu'on a en santé, puis probablement que ça va enrichir le tout puis le portrait. Fait qu'il y a un plus à aller chercher là. Est-ce qu'on l'a négligé historiquement? Peut-être qu'on aurait pu faire mieux, en effet. Ouais, parce que parfois, je me dis, on parle tout le temps des systèmes de santé nordiques qu'on admire, très bien structurés, des registres en oncologie extraordinaires, mais je me demande, et je serais curieux de savoir combien de hauts gestionnaires du réseau de la santé québécois sont allés passer 3 mois ou 6 mois. J'ai l'impression que ça doit se compter. 3 mois, 6 mois, ça se compte certainement sur les doigts d'une main au Québec. Puis je spécule, mais je suis de ton avis. Cela dit, s'inspirer de ce que la science nous apporte, je pense que c'est un peu ce qui nous permet aussi de nous, puis c'est un des messages du bouquin, essayer de mettre un peu plus de science dans ce qu'on fait. Ben, la science, c'est un peu une façon d'avoir une vitrine sur ce qui se passe dans d'autres pays sans nécessairement avoir à y mettre les pieds. Tu me diras, c'est un peu comme les gens qui voyagent sur Internet au lieu de voyager dans la vraie vie. Oui, on perd des éléments, oui, mais en même temps,
on dispose quand même d'informations intéressantes sur des façons de faire, puis il y a de plus en plus de publications sur ce cadre organisationnel, puis pas juste sur la pilule ou l'action de santé. Alors je pense que ça, c'est une littérature à laquelle de plus en plus de gestionnaires s'intéressent. Et même peut-être dans une certaine mesure des politiciens. Tu sais, je regarde des choses qu'on a faites avec l'unité de soutien dans la dernière année, à la demande du politique, à la demande de direction ministérielle. Dans cette unité-là, on nous a confié des mandats. Écoutez, éclairez-nous sur le plan scientifique en matière de, par exemple, d'amélioration continue de la qualité. On a fait un énoncé de position sur l'amélioration continue de la qualité. Ben, c'est le ministère qui dit, nous, on aimerait là, que la qualité puisse améliorer, on aimerait ça soutenir, on ne sait pas par quel bout le prendre. Qu'est-ce que nous dit la science? Puis là, on fait tout un travail de recension avec des chercheuses, des chercheurs. On ramasse les données scientifiques qui viennent de partout dans le monde, de ces pays nordiques, mais d'ailleurs aussi. On collige tout ça, on en fait une synthèse intelligible, on en fait une espèce de sommaire exécutif qui tient sur 5 pages, puis qui permet à un décisionnaire de voir les grandes boîtes là, qui viennent dessiner à quoi peut ressembler un modèle organisé d'amélioration de la qualité. Alors ça, cette approche-là, c'en est une qui nous permet d'attraper de ces juridictions internationales un peu d'innovation puis de nouveauté, puis qui vient changer notre regard parfois un petit peu tunnelien. Là. Donc, mais si je te proposais plus de science dans la politique et moins de politique dans la science, est-ce que c'est une information à laquelle tu pourrais adhérer? C'est clair. Ça, c'est probablement un des messages phares de mon bouquin. Écoute, tu l'as bien compris, puis tu le résumes admirablement. Oui, moi, je suis un ardent défenseur de mettre davantage de science dans nos politiques. J'ai toujours déploré. Il y a tellement de gens qui arrivent avec la perception, le sentiment profondément ancré en eux. Là, c'est pas malin, c'est pas méchant, mais ils sont sûrs qu'eux, ils savent. Moi, je sais, c'est ça qu'il faut faire, puis c'est ça la solution, puis on va faire ça comme ça. Et là, c'est intéressant ton idée, puis c'est vrai qu'elle n'est pas bête, il y en a d'autres qui ont pensé, puis ils ont démontré que c'était une mauvaise idée. Oui. Ça, c'est dans la science. Hein? Puis je vais donner un exemple caricatural qui est très contemporain actuellement, celui de l'inscription des patients. Hein? Là, il y a un message du ballon, on va faire d'inscription collective. L'inscription à un prestataire, on va arrêter ça. C'est trop de fardeau pour les médecins de famille, c'est trop de fardeau pour ci, pour ça. Alors, on va les inscrire à personne, mais à un groupe en même temps. Et ça, il y a 50 ans de littérature non démentie qui témoigne de la valeur inférieure de cette approche d'inscription collective qui favorise une espèce de collusion de l'anonymat par rapport à l'inscription à une personne qui te connaît. Puis là, ils vont dire, oui, mais attends, là, le kid de 23 ans, qui est en excellente santé, un sportif, on s'en sac qu'il y ait un médecin inscrit, tout ce qu'il veut, quand il y a un petit bobo, il va aller consulter là ou là. Puis... Alors, dans les faits, oui, quand c'est des petits problèmes insignifiants, mais quand tu connais ce gars-là, puis tu l'as vu 5, 10, 15 fois, parce que tu le vois depuis qu'il est jeune dans ton bureau, puis que le jour où il commence à avoir des symptômes dépressifs, puis tu le vois dans ton bureau, puis tu lui fais nommer parce que toi, tu le connais, puis tu dis, hey, quand tu viens me voir, t'as pas ce face-là, qu'est-ce qui se passe? Puis qu'il éclate en sanglots, puis tu comprends que ce gars-là est en dépression, puis finalement des idées suicidaires actives, puis que ça, c'est démontré que d'avoir ce lien-là avec une personne permet d'améliorer les soins, permet de réduire la morbidité, la mortalité dans ces populations. Fait que la science le dit, la politique le contredit. On n'est pas dans cette tendance actuelle de dire, effectivement, là, oublions l'idée d'un médecin de famille pour chaque Québécois, mais plutôt accès à un intervenant en santé en temps opportun. Mais dirais-tu que tous les Québécois ont besoin d'un médecin de famille? Tous les Québécois ont besoin d'un professionnel de la santé qui les connaît. Que cette personne-là travaille au sein d'une équipe, c'est une chose. Qu'on doive l'inscrire formellement, ça, c'est un aspect plus technocratique. Mais il faut arrêter de présumer que l'inscription de groupe, là, rentrer 60 000 patients dans une clinique devant un docteur, puis dire, bon, ben, vous avez un milieu, là, ça, c'est pas vrai que c'est bon. Puis ça, la science le démontre que c'est pas bon. Alors, il faut qu'on fasse attention. Quand on met réellement la science à bord, puis quand on prend le temps d'intégrer la science, puis tu sais, nos scientifiques ont un chemin à faire aussi. Les scientifiques qui produisent des papiers inintelligibles de 50 pages, de ramassis, de technicité technocratique, c'est inintelligible pour le commun des gestionnaires puis des décisionnaires ministériels. Il faut que les chercheurs, les chercheuses fassent un pas. Il faut que d'un côté, les décisionnaires s'ouvrent à s'intéresser à la littérature, mais de l'autre côté, il faut que ceux qui la produisent soient capables de la rendre intelligible pour le commun. Fait que tu sais, c'est une espèce de joint venture qui a à faire, une espèce de rapprochement entre deux solitudes qu'on doit faire. Fait que je pense pas qu'on puisse reprocher ou accuser les décisionnaires de ne pas s'intéresser à la science et les politiciens de ne pas s'intéresser à la science.
Pas plus, en tout cas, qu'on peine à reprocher ou qu'on devrait reprocher à nos scientifiques de produire des documents qui sont inaccessibles au grand public. Mm-hmm. Tant que ça va être inaccessible à monsieur, madame, tout le monde, ça va être inaccessible aux politiques. Le politique, c'est monsieur, madame, tout le monde. Mm-hmm. Si on travaille bien puis qu'on rend cette science-là accessible à ces personnes-là, ben on va élire nos représentants pour les bonnes raisons, de la bonne façon, plutôt que sur les idées des uns des autres ou de ceux qui parlent plus fort, qui crient plus fort, qui payent plus. OK. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Trouves-tu qu'on est les meilleures personnes comme médecins pour apprécier... C'est une question tendancieuse parce que ça sous-entend mon opinion, mais comme médecin, j'ai l'impression que nous ne sommes pas les meilleures personnes pour apprécier l'importance ou la pertinence d'avoir un médecin. Parce que, dans les faits, si on est malade, moi, si j'ai un malaise cardiaque, je vais parler à mon ami cardiologue si j'ai une douleur. Donc, l'attente dans une urgence, l'incapacité de rejoindre son médecin, le fait d'aller passer 12 heures à l'urgence avec son enfant qui a une otite, il y a beaucoup de médecins qui n'ont jamais connu ça, tu seras d'accord avec moi, parce que on a un ami, un collègue, même la fin de semaine, on voit parfois un souper, on reçoit des amis à souper, mais on dit « Amène donc ton otoscope, mon fils fait de la fièvre, tu regarderas tout. » Donc, parfois j'ai l'impression qu'on est un peu déconnecté puis qu'on comprend mal la réalité de ça, mais parfois, les gens me racontent des histoires, je me dis, c'est épouvantable. Il ne faut pas trop utiliser ce mot-là, mais je me dis, aller passer 16 heures à l'urgence parce que ton enfant fait de la fièvre. Puis là, toi, tu parlais, ça m'amènera à la deuxième question sur la littératie en santé, mais comment toi, comme gestionnaire du réseau, puis comme personne qui se penche là-dessus, comment te connecter sur cette réalité-là, bien l'assimiler, puis finalement, diriger tes recherches ou tes actions au bon endroit? C'est une longue question, mais je pense que tu vois un peu. Je vois un peu où tu veux aller. En fait, ce que je te dirais, c'est que dans un environnement de la santé comme le nôtre, il n'y a pas que les médecins qui savent se tourner, qui sont intelligents ou plugués et qui savent se tourner vers les personnes qui vont leur donner les réponses. Moi, j'ai des voisins qui savent qui sont pas du tout médecins, mais qui savent que je suis médecin, puis que quand leur enfant fait de la fièvre, au lieu d'aller à l'urgence, ils sont capables de venir sonner à ma porte puis me dire ça peut être un peu... Tu regarderais-tu les oreilles de ma fille? Parce que... Puis, tu sais, je veux dire, c'est de l'intelligence collective. Les gens sont intelligents, on néglige ça. Il n'y a personne, qu'il soit médecin ou qu'il ne soit pas médecin, là, qui a envie de débarquer dans une urgence puis de passer 16-20 heures là pour se faire dire « c'est un rhume, va-t'en chez vous ». Personne veut ça. Là, personne. Fait que tout le monde va chercher des voies alternatives. Et je pense que la littératie en santé, qui est vraiment mon bag, mon dada, je pense que c'est assez explicite dans le livre. Je pense que ça, c'est une des clés pour notre système de santé, la survie de notre système de santé, l'accroissement de la littératie populaire en santé. Tu
est passé d'une culture de transmission orale qui avait des assises, disons, douteuses dans certains cas, presque chamaniques. Ça remet en question l'approche de chaman, mais pas très scientifique dans l'approche ou pas très scientifique dans la définition qu'on en donne aujourd'hui, que nos grands-mères, grands-pères nous partageaient, à une littérature scientifique aujourd'hui qui est fortement contaminée, peut-être à un autre extrême, mais par une contamination des réseaux sociaux, puis de « moi je sais, moi je crois pour ça, moi j'ai déjà essayé, puis il faut que... Et la science est un peu perdue entre cette culture orale historique et la culture moins orale, mais plus sociale qui existe aujourd'hui en santé. Les gens sont un peu perdus, mais ils restent intelligents. Et puis ils vont aller où ils ont les réponses qu'ils souhaitent avoir. Ils vont aller là où ils obtiennent les services qu'ils attendent. Ils le font brillamment. Ils savent comment. Ah, regarde, moi, je sais qu'en allant dans tel sans rendez-vous, je suis capable de voir un docteur. Si je suis fin puis poli, peut-être qu'en le séduisant, il va vouloir m'inscrire. Puis moi, j'ai essayé ça, ça a marché, essaye-le. Ah oui, ça marche, telle clinique, quand on fait ça. Les gens savent. Puis quand on leur donne des outils, pour mieux connaître, comprendre la santé, ils consultent de façon plus pertinente. Ils obtiennent leur réponse avec une conviction, puis ils sont bien là-dedans, ils sont à l'aise avec la réponse qui leur est offerte, ils consultent moins, ils consultent mieux, ils consultent plus quand c'est plus approprié. Et je pense que tout ça contribue à nous amener dans un environnement qui va probablement améliorer l'efficacité de notre système de santé. Tu parles de certains pays qui ont une meilleure littératie en santé, sauf erreur de ma part, sans les nommer. Donc, on pense toujours au même pays. Je peux en nommer. Il y en a trois que je trouve particulièrement exemplaires, mais deux peut-être encore davantage. Près de chez nous, la Colombie-Britannique a fait des choses vraiment extraordinaires en littératie depuis même presque 15 ans, presque 20 ans. On a au Québec, la plupart des gens de notre âge connaissent la formation personnelle et sociale, là, et les gens plus jeunes connaîtront les formations sur les ITSS et ça. La Colombie-Britannique, très tôt, s'est intéressée à former les gens sur les pathologies fréquentes. Pourquoi? C'est quoi une raison d'aller à l'urgence? C'est quoi un rhume? C'est quoi de la fièvre? C'est quoi une grippe? Dès le primaire, dès le secondaire, il y a des guides qui existent. Auquel la population a accès, qui était autrefois papier, là, quand c'est sorti au début des années 2000, si je ne m'abuse, et qui aujourd'hui sont évidemment électronisés, puis à laquelle la population a accès, des algorithmes intégrés avec le service équivalent d'InfoSanté, si on veut, mais donc avec une littératie populationnelle. Je dirais pas qu'elle est nécessairement... D'abord, j'ai pas vu de papier récent qui témoigne de la mesure de ça, mais elle est accessible, elle est disponible. Alors qu'au Québec, on n'a pas encore un système structuré qui donne accès à quelqu'un qui souhaite améliorer sa littératie. On n'a pas encore de système structuré gouvernemental qui dit ça, là, ça c'est une bonne référence pour toi, tu peux aller lire ça. Si tu es une gastro-entérite, tu veux savoir quoi faire, c'est ça la recette, va la lire. Il faut faire attention parce que j'ai le souvenir que le ministre Dubé, pendant une période de pointe aux urgences, avait dit publiquement, quasiment avait donné des conseils de santé, de dire, vous n'avez pas besoin d'aller à l'urgence pour telle ou telle condition. Extrêmement périlleux de faire ça, tu as raison. Je pense qu'il y a eu des accidents là, où les gens ont dit je n'irai pas, là, tu sais, donc... Je sais pas s'il y a eu des accidents, mais dire ça simplement en disant hey, retenez-vous d'aller aux urgences, là, c'est très périlleux. Retenez-vous d'aller aux urgences, puis je vais vous outiller avec un algorithme clair, dans un langage simple, secondaire 1, pour vous permettre de vous y retrouver. Et puis identifier, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher un avis clinique spécialisé sur votre condition ou pas? Ça, c'est une chose. Dire de l'autre côté, hey, Slack, sa consultation, c'est pas une bonne idée. Ça peut être risqué. Beaucoup plus risqué, beaucoup plus délicat, presque à la rigueur, être le collège des médecins, on aurait pu s'insurger et dire ce que vous êtes en train de faire là, c'est de donner des conseils médicaux sans formation médicale. Est-ce que vous n'êtes pas en train... Je pousse le médecin, on a déjà eu un docteur Barrette qui est allé jouer dans le DSQ de quelqu'un puis qui s'est fait taper sur les doigts. On est d'accord? Mais peut-être sans dire qu'on est là, puis je me fais pas juge pour le collège. C'est un excellent point. Mais c'est délicat. Mais je verrais bien cet enseignement de la littératie en santé être associé aussi à un enseignement sur des saines habitudes de vie, l'activité sportive. Il me semble que ça ferait un beau
package, Ouais. disons, pour utiliser un anglicisme. Puis là, je vais être horriblement... je vais être presque cinglant en disant ce que je vais dire, mais quand t'es apparu, moi j'ai des grands ados là, qui arrivent à l'âge adulte, puis des bébés, mais mes grands ados, quand t'es arrivé, le cours, comment ça s'appelait? Poétique, culture et société, là, mais l'autre juste avant, là, qui était... Pas éthique et culture religieuse. Éthique et culture religieuse, je pense que c'est R, c'est ça, éthique, culture religieuse. Ouais. Alors ce cours-là, quand il est arrivé, moi, pas tant que j'étais contre, je trouve ça extrêmement intéressant qu'on s'intéresse aux cultures religieuses, je suis un fan de l'éthique, j'en suis, mais je me disais qu'on se tape tous dans le dos en disant « Wow, on vient de développer ce cours-là ». Puis de l'autre côté, de voir le système dans lequel on est et la pauvreté de la littératie en santé, je me dis, mais il est où le cours de formation sur la santé, prévention, consultation, problèmes courants? Où est-il ce cours-là? Comment ça se fait qu'on est si heureux de faire le cours de CR et que ce cours-là reste absent? Alors ça, c'est vraiment... pour moi, en tout cas, c'était... J'étais choqué. C'est le pris du temps à me remettre de ça. Non, mais je peux te croire, je peux comprendre. Tu parles ou tu suggères aussi de ramener le réseau de la santé à une échelle plus humaine. Ouais. Comment tu vois ça? On parlait des religieuses tout à l'heure là, qui géraient un hôpital d'une main de fer, puis connaissaient probablement chaque... écoute, employé moi, de l'hôpital. J'ai travaillé en Gaspésie pendant 11 ans. J'étais c'était un petit hôpital, petit milieu. On connaît tout le monde. On connaît pas juste tout le monde, les employés. On connaît pratiquement tous les patients. Là, ceux qui consultent, à un moment donné, au bout de 10 ans, on les a tous vus. Ça apporte, je trouve, une dimension communautaire qu'on a vraiment perdu. Puis là, je vais dire des choses un peu hérétiques en 2024, mais je fais partie de ces personnes qui pensent que le modèle des CLSC qui avait été développé au Québec dans les années 70 était un extraordinaire modèle, qui a malheureusement eu mauvaise presse à l'époque, puis qui s'est tordu sur toutes sortes de déviations un peu corporatistes en dehors de ça, puis qui a vraiment perdu son air d'aller. Mais ce modèle de créer des environnements où on connaît nos communautés, ça a énormément de valeur. Ça a une valeur d'accroissement de littératie aussi. Quand j'ai un problème de santé, ben, je sais dans ma communauté qu'il y a telle personne qui peut m'appuyer. Je connais tel qui a eu le même problème de santé que moi, qui pourrait me donner quelques conseils, qui pourrait m'accompagner dans mon cancer. Lui ou elle qui a aussi eu un cancer du même type. On a perdu un peu ça. On est dans une espèce d'individualisme un peu douloureux. Fait que je pense qu'il ne faut pas juste reprocher au gouvernement de faire des systèmes centralisés. Je pense que notre approche citoyenne, collective, est aussi très individualiste, sur un noyau très solo, où finalement, on exprime indirectement une volonté de dire « Occupez-vous de ma santé. Là. Moi, je paye des impôts, là, puis avec ça, occupez-vous de ma santé pour pas que moi, j'ai à m'en occuper. » Puis on est beaucoup là-dedans au Québec, puis je l'ai vu sur différentes tables, notamment en Allemagne où j'étais allé, sur les CHSLD. Québec est le champion du monde du CHSLD. Alors, on se pète les bretelles en disant « Écoute, nous autres, là, nos vieux, on s'en occupe bien, on met dans un CHSLD, puis ils sont bien soignés. » Dans les faits, on est les seuls à envoyer autant nos vieux, nos aînés dans des milieux comme ça. En réalité, on se lave un peu les mains. On dit « Écoute, moi, j'ai ma job, j'ai mes affaires, mes vieux, je m'en occuperai pas, je les envoie quelque part. De toute façon, je paye des impôts pour ça. Occupez-vous-en. » Cette approche-là dénature l'espèce d'approche de proximité et fait en sorte qu'on se retrouve avec des situations catastrophes comme celles qu'on a eues notamment durant la pandémie. COVID, là, qui était flamboyante, où le Québec s'est démarqué de façon très, très négative là-dedans. Alors, tu sais, je pense qu'on a un examen de conscience à faire collectivement, individuellement presque, puis aussi sur un plan gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire de la gestion un peu plus de proximité, un peu moins de centralisation, c'est-à-dire d'uniformisation, de mur à mur pour tout le monde, revenir vers les communautés, faire confiance aux communautés. Puis la clé, d'après moi, qui a manqué, puis qui fait qu'on ne fait pas ça aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu de la donnée. On a peu de données, alors ça crée une zone d'ombre quand on délègue à quelqu'un un pouvoir, puis qu'on ne sait pas exactement ce qu'il fait, puis qu'on n'a pas de données pour mesurer ce qu'il fait. Ben, la conséquence de ça, c'est qu'on ne lui fait pas confiance, puis finalement, on veut aller contrôler, puis s'assurer que les dépenses sont bien suivies, parce qu'on a un devoir de bien surveiller les dépenses des différents ministères au Québec. C'est ça qu'un gouvernement fait. C'est le travail des fonctionnaires de vérifier que l'argent soit dépensé sainement puis conformément au programme. Alors, quand on fait ça, si on veut bien dépenser puis qu'on veut déléguer, ben, il faut avoir des données. Il faut qu'on ait une espèce de portrait macroscopique de ce qui se passe pour nous permettre d'avoir cette confiance-là puis de déléguer à de plus petits groupes leur capacité de se gérer puis de faire ce qu'ils ont à faire avec ça.
Tu disais que le Québec se démarquait au niveau des CHSLD. On se démarque aussi au niveau de l'aide médicale à mourir. Tu dois savoir qu'on est l'endroit dans le monde où il y a le plus de décès par aide médicale à mourir. Ouais. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un lien entre les deux aussi, à certains égards. Donc, que certaines personnes s'orientent vers ce soin ou ces soins de fin de vie-là, justement pour éviter l'étape du CHSLD qui a eu tellement mauvaise presse durant la pandémie. Donc, ça va être à suivre. Donc, tout à fait. Je ne suis pas un expert d'AMM, là, mais concrètement, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, je pense que l'aide médicale à mourir, ça arrive quand un patient a l'impression qu'on ne peut plus rien pour l'aider à moins souffrir ou à vivre plus longtemps. Je pense que dans un système où on est à côté, je regarde de mes patients qui ont besoin de chirurgie de hanche, de genoux, qui sont en attente depuis des mois, puis qui sont pratiquement dépressifs parce qu'ils n'arrivent pas à avoir ces interventions-là, puis ils le sont dans certains cas littéralement. Ces gens-là, à un moment donné, ils me disent, écoute, si je peux opérer AMM, là, je veux dire, j'ai 80 ans, j'ai plus de qualité de vie, je peux plus rien faire, puis on m'opère pas, je suis pas capable de me payer une hanche au privé, aide médicale à mourir. Alors, je pense que ça peut devenir un douloureux symptôme d'un système qui est en souffrance, là, ou qui n'arrive pas à faire le travail qui est attendu par ses citoyens. Tout à fait. Tu paraphrases aussi John F. Kennedy en disant aux gens, donc... Tu viens de le dire d'ailleurs, donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour le système de santé? Donc, as-tu des exemples pour quelqu'un qui t'écoute ce soir, dire, effectivement, est-ce que ça peut être d'être un patient partenaire? Est-ce que ça peut s'impliquer dans ce type de processus-là? Tout à fait. Le partenariat patient, ça, c'est une des choses que j'évoque dans le bouquin. Le partenariat patient, lorsque un patient qui a vécu un épisode de maladie, à la dure, à la facile, peu importe, mais qui est passé à travers cette expérience-là, puis pour avoir goûté personnellement, c'est pas toujours facile de se promener dans notre système de santé. Alors, il y a des embûches, il y a des choses, on ne sait pas exactement où on va, ce qu'on va faire. Alors, d'avoir quelqu'un qui est déjà passé par là, puis qui décide de s'engager en accompagnant quelqu'un qui commence à vivre un problème comme ça, c'est autant d'économies de services sociaux, de soins infirmiers, d'explications par des professionnels qui peuvent être apportés par quelqu'un qui peut faire une grosse partie du chemin et qui allège ainsi le fardeau des personnes qui sont les soignantes, les soignants. De la même manière, je pense à mon bureau en clinique, là, quand j'ai des patients qui sont accompagnés par leurs enfants, par leurs aînés, par leurs parents, quand c'est des plus jeunes, et que ces personnes sont là pour traduire les informations, pour prendre soin de ces personnes-là. Tout ce travail-là qui est fait par ces humains autour des humains, c'est autant de choses qu'on n'a pas à demander à l'État. Alors, je pense que notre système, si on continue d'avoir la perception qu'on a juste à payer plus d'impôts puis mettre plus de ressources, on réalise très bien qu'on n'y arrive plus. Là. En ce moment, là, des postes d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires et de médecins, il y en a, on n'arrive pas à les combler, ces places-là. On n'arrive même pas à les remplir. C'est un message qui est très clair. Là. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse autrement. Il faut que, oui, les gens qui sont là travaillent différemment, travaillent mieux, innovent, vrai, mais ça veut aussi dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on en prenne individuellement un petit peu plus, s'occuper de nos aînés, s'occuper mieux de nos enfants, s'occuper de nos pères, s'occuper des gens qui ont des symptômes qui s'apparentent aux nôtres, nous instruire, nous intéresser à mieux comprendre la santé, arrêter de prendre ce rôle de malade au moindre symptôme. J'ai un peu de fièvre, j'ai un mal de gorge, vite, je vais chez le docteur. Non. Vite, tu parles à quelqu'un un peu plus expérimenté qui va dire « Écoute, les maux de gorge, tu n'as pas de fièvre, ça fait juste 24 heures, peut-être que tu peux attendre un petit peu, c'est une douleur tolérante, prendre de l'Advil, du Tylenol, c'est suffisant. » Cet effort-là qu'on a à faire collectivement, je pense qu'il est essentiel si on veut que notre système survive. Là. Peut-être que l'intelligence artificielle va répondre à certains de ces besoins-là? Moi, j'en suis convaincu. Je suis convaincu de ça. Je pense que... Puis j'ai vu des modèles américains live, là, des choses qui existent. Aujourd'hui, pas de la science-fiction, là, des vrais modèles. Je vais donner quelques exemples là, où un médecin est en train de questionner un patient, puis au fur et à mesure que le patient parle, le système d'intelligence artificielle entend ce que le patient nomme et propose un diagnostic différentiel au médecin live à l'écran, propose des questions à poser, demandez-lui donc tel truc, ça va me permettre de discerner davantage entre ces deux diagnostics-là, et arrivé à la fin, il y a 97,8% que ce soit tel problème, faites tel examen, puis ça va être réglé. Alors là, il y a un gain de temps, puis là, vous allez me dire, est-ce que ça peut aussi jouer sur le volet plus humain, plus émotionnel? La réponse est oui. Le même type de système permet, en fonction des réactions visuelles traduites par le patient, donc d'espèce du non-verbal des patients, le système est capable de dire
réexpliquer ce que vous venez de dire au patient, il n'a pas compris ce que vous venez de nommer là. Okay. Pour sans dire les raisons, c'est clairement ce que moi je vois là comme intelligence artificielle, donc sur des modèles, ils sont capables de donner ces informations-là. Alors, c'est vraiment des choses extraordinaires qui s'en viennent avec le deep learning, là, donc l'intelligence artificielle appuyée sur des données de masse. C'est extraordinaire. Et oui, ça va être un gros transformateur, ça va éclairer les gens. Il n'y a pas un docteur qui va être capable d'accoter l'encyclopédie savante d'une intelligence artificielle qui est capable de ramasser l'information partout, validée par les pairs, etc. Ça se peut pas. Nos internistes les plus nerds, extraordinaires, encyclopédies humaines, là, ils vont se faire bouffer par ce savoir-là qui s'en vient. Donc, on va faire un autre type de médecine. Complètement. Puis je suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus d'internistes, mais je suis en train de dire que le travail d'un interniste, comme de plein d'autres médecins, y compris les médecins de famille, là, vont être métamorphosés. Je veux dire, les chirurgiens, vous avez commencé à le voir avec l'arrivée des scopes avancés, des technologies, et puis de la robotique qui s'en vient aussi. La robotique, c'est une des formes de l'intelligence artificielle aussi. Alors, la robotique arrive, ça va vous assister, vous accompagner. Ça fera probablement pas, en tout cas pas à court terme, toute la job d'une intervention chirurgicale dans un ventre avec toute la complexité qu'il y a. Mais dans 100 ans, 200 ans, avant ça, je pense. Fort à parier que ça va être facile. L'enjeu, je te dirais, pour la robotique au Québec, ça va être une question de financement, mais ce sera l'objet d'une autre rencontre. Sans doute. Moi, j'avais proposé ici à Québec, au CHU de Québec, un programme durant la pandémie. Donc, tu parlais des patients qui sont en attente de remplacement prosthétique en genou, qui souffrent énormément. Ça a été des gens oubliés beaucoup, ça, pendant la pandémie, au profit des patients en attente de chirurgie pour cancer. J'avais dit, faut optimiser la chirurgie d'un jour, créer des programmes de formation pour les pères aidants, pour accompagner leurs proches en post-opératoire, pour permettre de convertir peut-être une hospitalisation en une chirurgie d'un jour ou de court séjour. Et j'avais dit, je suis moralement convaincu, moi, qu'il y a des enfants qui vont voir un programme comme ça, puis qui vont se faire dire, écoutez, si vous acceptez de prendre une semaine de congé, votre père ou votre mère va être dans une catégorie de patients qui va devenir admissible à une chirurgie d'un jour pour sa hanche, donc va être dans un créneau d'accès favorisé. Moi, je me disais, c'est certain que ça va marcher. Ça, si les gens vont dire, moi, je vais le faire pour mon père. Je le vois, il est souffrant, ne peut plus sortir, prend des narcotiques. Je vais aller suivre une formation, moi, une fin de semaine pour apprendre comment, ça paraît stupide, mais comment l'aider à se lever, comment l'accompagner à la salle de bain, tu sais. Ça me verrait tout ça, je pense qu'il n'y a absolument rien de stupide là-dedans. Je pense que ça fait longtemps qu'on parle de modèles comme ça. Moi, j'avais travaillé en 2018 un modèle, quand j'étais au ministère, un modèle d'hospitalisation à domicile qui allait exactement dans le sens que tu nommes, qui imposait de former les personnes qui sont les proches aidants ou les accompagnateurs, accompagnatrices à la maison, de les payer pour suivre cette formation-là. Parce que l'économie qu'on fait, c'est même pas une question d'argent, c'est un enjeu de ressources humaines. On n'a pas les humains pour le faire. L'argent, il est là, mais on n'a pas les humains. Alors, prenons l'argent, puis donnons-le aux humains qui sont prêts à faire. Alors, de compenser monsieur ou madame qui perd 2 journées de travail pour faire une formation qui lui permet d'accueillir à la maison avec un certain niveau de confiance son papa, sa maman, sécurité et de pertinence. Alors, tu mets ça dans l'équation et tu te retrouves avec un modèle complètement transformé qui va exactement dans le sens de celui que tu nommes. Alors, moi, je suis un grand partisan de ça. Mais bref, ça n'a pas levé parce qu'il y avait beaucoup d'autres contraintes. Je t'écoutais tout à l'heure, donc ta première impression ou tes impressions sur Santé Québec, assez positif? Non, pas forcément. Okay. Je dirais que je suis mitigé. Ouais, un peu en attente. Je pense que moi, j'ai longtemps milité pour la création d'un Santé Québec parce que je pense que tu disais tout à l'heure, éloigner un peu la politique de la santé. Je pense que la création d'une agence qui éloigne un petit peu le ministère, sans dire qu'on s'en détache, puis je pense que ça n'arrivera jamais à se détacher, sans apolitiser, ça dépolitise un peu. Alors ça, j'y crois de longue date, puis je suis un fervent partisan de ça. Ça, c'est le côté positif, je pense, dans la conception. Je trouve qu'ils sont créatifs, innovants. Tu sais, je parle un peu d'aller chercher des cerveaux qui proviennent d'horizons différents, même si c'est un peu challengeant puis un peu déboussolant. Je pense que c'est bien. De l'autre côté, je ne peux pas m'empêcher, en particulier comme médecin de famille, de déplorer le peu d'intérêt puis d'arrimage avec la médecine de première ligne, qui est, encore là, de façon scientifique et bien appuyée et démontrée,
l'une des clés de voûte des systèmes de santé performants dans le monde. Et aucun médecin de famille, si je ne m'abuse, aucun médecin de famille, ni sur le CA, ni dans les postes de haute direction pour l'instant. Alors, tu sais, ça, c'est le bout où je me dis, j'ai hâte de voir comment ils vont pouvoir accrocher ça. Ça me donne encore l'impression d'une structure très hospitalo-centrique. C'est vrai que c'est là qu'est l'argent. Hein. Le système, je disais tout à l'heure, la fonction publique doit gérer les fonds. Le gros de l'argent en santé, il n'est pas dans la première ligne. Il est dans les services hospitaliers, secondaires, tertiaires, quaternaires. C'est un peu logique que le gros de la machine aille là. En même temps, ironiquement, c'est quand nos systèmes primaires sont les plus performants que les économies d'échelle les plus imposantes apparaissent pour les systèmes secondaires, tertiaires, quaternaires. Alors, ça, je trouve que c'est une des grandes échappées jusqu'ici dans le développement de Santé Québec. Et si j'avais une mise en garde ou un conseil, si j'avais la prétention de donner un conseil aux gens qui sont en train de s'installer à Santé Québec, ce serait celui de remettre dans leur giron, dans leur équation, cette position de la première ligne dans l'ensemble de leurs activités et de façon urgente. Tout à fait. Mais tu parles dans ton livre de la machine. Est-ce que la machine va engloutir Santé Québec, puis venir finalement la priver là, de ses atouts, de son potentiel, puis qu'on se retrouve simplement avec une structure supplémentaire? Je pense que c'est un risque. Est-ce que ça va arriver? Je pense qu'il y a différents... Je pense que les gens qui sont là sont quand même des gens... brillants, matures, qui ont été amenés à ces fonctions-là pour sans doute de bonnes raisons, que je ne connais pas toutes. Je pense que ces personnes-là vont certainement être capables d'être vigilants devant ce risque-là qui est patent, comme tu le nommes, qui est évident. Est-ce qu'ils parviendront à le contrôler? Je ne pense pas qu'ils arriveront jamais à le contrôler pleinement. Est-ce qu'ils arriveront à composer stratégiquement avec ces contraintes-là étatiques, ce budget, les contraintes ministères, on parlait tout à l'heure du Trésor, du Conseil exécutif, est-ce qu'ils arriveront à bien naviguer? Malheureusement, l'histoire canadienne n'est pas très reluisante à cet égard-là. Les Albertains ayant fait l'essai d'une telle agence se sont retrouvés en porte-à-faux avec le gouvernement autour de toutes sortes de décisions où la politique entrait en contravention avec les actions de l'agence, et puis ils sont même en train de revenir en arrière, donc en voyant qu'ils n'atteignent pas les objectifs qu'ils avaient malgré la création d'une telle agence. Alors, tu sais, quand on voit ça, je sais que de grands travaux ont été menés dans le cadre de la mise en place de Santé Québec pour essayer de ne pas reproduire les erreurs de Alberta Health. OK. Est-ce que ce sera suffisant encore là? C'est difficile pour moi, en tout cas, de statuer là-dessus. Je pense que le risque est là, il est connu. Est-ce qu'il sera mitigé correctement ou pas? Time will tell. Moi, je pense que la stabilité ou l'absence de stabilité au sein du conseil d'administration de Santé Québec va être un bon indice du climat de travail, du niveau d'ingérence politique, selon moi, mais... Peut-être. Les CA dans notre réseau n'ont pas été très évocateurs à cet égard-là, mais ils étaient, d'après moi, un petit peu plus pantins que celui de Santé Québec, qui est davantage 100%. Un CA bien ancré, 100%. Bien... 100%. Alors, effectivement, sans doute que ce CA-là sera plus parlant dans son évolution que d'autres CA ont pu l'être. C'était variable là, dans l'histoire récente du Québec, mais je pense qu'il y a un potentiel plus intéressant dans le CA de Santé Québec. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Dis-moi, on approche de la fin. On parlait un peu de médecine familiale tout à l'heure, des enjeux. Est-ce qu'il y a un avenir à la médecine familiale? Mes deux frères sont médecins.
J'ai un de mes frères qui fait de la gestion, puis à certains égards, il se demande si c'est pas une spécialité qui va disparaître, que la première ligne va peut-être être faite par des pédiatres et des internistes. Parfois, je me dis que la médecine familiale, c'est comme trop large. Ça impose un paquet de contraintes, parce que finalement, on impose des contraintes à une dizaine de milliers d'individus qui n'ont pas la même pratique. On l'a vu avec Gaétan Barrette, là. Tu en parles très bien dans le livre. Il faisait un calcul mathématique. Tout le monde va voir 20 patients par jour, 5 jours par semaine, 40 semaines par année. Ça va régler le problème. Écoutez, c'est plus compliqué. C'est mathématique. C'est une question douloureuse que tu me poses là parce que j'ai pas envie de répondre que je pense que c'est une spécialité qui va disparaître parce que j'y vois une valeur très élevée, mais je suis contraint de te dire que c'est une hypothèse qui n'est pas saugrenue à mon avis. Les choix que font, pas seulement les gens qui sont des médecins de famille, les gens autour des médecins de famille, les gens qui gèrent les médecins de famille, et les médecins de famille eux-mêmes font des choix, prennent des décisions, prennent des orientations en ce moment qui m'inquiètent. J'en vois évidemment qui vont, je pense, dans un sens plus positif, plus constructif, qui s'engagent à travailler différemment, à travailler mieux, qui sont moins dans une espèce de misérabilisme où on est placé à la fois par le jugement des autres, la critique du public, la critique des gouvernements, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Là, je me positionne pas comme un ayatollah de les docteurs sont ci ou les docteurs sont pas ça. Mais je pense qu'il y a un changement d'approche assez radical qui va devoir se tenir dans les prochains mois, années, ou qui devrait se tenir si on voulait que cette spécialité-là puisse se pérenniser. Et à défaut, je vois un peu comme toi l'avenir de cette spécialité sombre. Mais pour peut-être encourager le portrait, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, je vois l'avenir de beaucoup de spécialités médicales assez sombrement aussi. OK, donc écoute, c'est certain qu'on va se reparler. Dis-moi, je t'écoute parler, c'est extrêmement intéressant. Je me disais, la politique, c'est pour quand, Dr. Gros? Alors, je sais qu'il ne faut jamais dire jamais, mais si tu as bien compris le livre que j'écris, à mon avis, c'est pas tant la politique qui m'intéresse que celle d'une politique d'influence populationnelle. Je pense que la clé de l'avenir de notre système, un peu comme je le nommais tout à l'heure, est davantage dans l'habilitation, l'autonomisation de nos citoyens et citoyennes, des Québécoises, des Québécois, plus que dans la représentation de ces personnes à des instances. Du moins, c'est là où je loge en date d'aujourd'hui. Dans le moment. J'ai déjà été approché pour du politique, Sûrement. évidemment, mais pour l'instant, c'est pas un environnement qui m'appelle. T'attire. Non, j'y vois pas encore le potentiel d'action auquel je crois. C'est le court terme, moi, en politique, je trouve qu'il nous tue, là, parce qu'on a des enjeux qui sont tous des enjeux à long terme. Quand on parle de santé populationnelle, c'est pas des horizons de 4 ans. Tout à fait d'accord. Donc, écoute, mais je vais te suivre. Écoute, dis-moi, tu connais peut-être moins la formule du balado, mais il y a une petite section baguette magique. Donc là, je vais te prendre par surprise. La première question va être facile, sûrement. Donc, je vais te laisser changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, par magie. La carte blanche complète. Alors, un mot, données. C'est un système dans lequel il manque cruellement de données. Si on avait des données qu'on était capable de comprendre, je pense que si on changeait ça demain matin, tout le monde verrait notre système de santé différemment. Ce serait radical. Je suis comme tellement d'accord transformation. avec toi. Puis encore là, les gens qui font des recherches sur Internet, par exemple, les données sur le cancer au Canada, souvent il y a une petite astérix. Ces données excluent le Québec. On n'a pas de données. Ça en souffre beaucoup de longtemps. Donc, même à l'échelle locale, on fait quand même beaucoup de chirurgie dans un hôpital. On n'a pas de données sur nos résultats, finalement. On n'est pas capable de dire si... Il y a plein de choses à laquelle je pourrais penser. Par exemple, on engendre des coûts qui sont peut-être inutiles. Par exemple, on va utiliser des bas pneumocompressifs lorsqu'on fait une résection intestinale pour prévenir les phlébites. Est-ce que c'est vraiment efficace? On ne le sait pas. Il y a une étude qui dit, une autre qui dit que non, une autre on ne sait pas. Mais il faudrait le savoir dans mon hôpital. Moi, tout à fait, donc, données, parfait, j'adore. Deuxième question que je te demanderais, c'est si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour prendre un café ou discuter santé.
J'ai envie d'être redondant puis de parler de Kennedy. Moi, John F. Kennedy qui est mort, là, ça, c'est un mobilisateur. Ce gars-là a été capable de donner un espoir aux Américains qui était extraordinaire et qui a été capable de les mobiliser. Puis j'aurais été curieux de l'entendre sur sa maxime, celle que j'évoquais tout à l'heure. Elle aurait été de vous demander ce que l'État peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre État. Et j'aurais beaucoup aimé l'entendre disserter sur le comment. Parce que c'est beau à dire, on le nommait tout à l'heure, mais sur le comment est-ce qu'on parvient à outiller les gens, à leur donner envie, d'abord de s'engager, ensuite à leur donner les outils pour qu'ils continuent d'avoir envie. Qu'est-ce que lui, il avait en tête quand il pensait à son peuple américain puis qu'il voulait l'amener à devenir ce peuple engagé envers son État? Je pense qu'on aurait eu beaucoup à apprendre d'un gars comme ça. Écoute, c'est un excellent choix. Son frère aussi, Robert, d'après moi, serait assez probablement captivant. Mais ce qui est fascinant avec John F. Kennedy, moi je suis un grand fan là, de l'histoire des Kennedy, c'est qu'un être si imparfait soit demeuré si aussi populaire. Encore là, c'est comment? C'est quoi le truc? Exactement. Et est-ce que, dis-moi en terminant, est-ce que tu supportes une fondation? Est-ce qu'il y a une cause qui te tient à cœur particulièrement? Moi, je suis un donateur de Centraide. Là. C'est assez traditionnel, mon approche. J'ai essayé de cibler 2-3 affaires, mais quand je donne à Centraide, je suis toujours, puis tu vas me trouver au moins cohérent avec ce que je te nomme, je mise toujours sur la littératie. Je suis l'analphabétisme, c'est un peu à la base là, quand on veut que les gens s'impliquent puis embarquent, il faut qu'ils soient capables de lire, de comprendre. Alors, il y a des organismes, entre autres avec lesquels on a travaillé, la Jarniguane à Montréal, qui est un organisme qui travaille en littératie, avec lequel l'unité de soutien a travaillé pour essayer d'améliorer la littératie en santé, puis accompagner des personnes qui n'ont vraiment pas la capacité de comprendre, de s'y engager. Pour moi, dans l'engagement citoyen, dans le partenariat patient, le partenariat citoyen réel, la littératie est une des clés de voûte et je pense que si moi je pouvais ou devais m'engager aujourd'hui de façon affirmée dans une cause au-delà de ce que je fais déjà, là, qui est purement philanthropique, ce serait celle-là. Excellent. Écoute, ça complète l'entrevue. Donc, Antoine, tu as publié en 2024 le livre « Il est grand, le ministère de la vie ». Incursion et perspectives laïques au sein du gouvernement québécois. Donc, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Et j'espère que si je te tends la perche une deuxième fois, tu accepteras. Un grand plaisir, Jean-Pierre. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.